Bonsoir, bienvenue pour cette interview exclusive avec Franck Pucciarelli. Donc ceux qui connaissent Meta TV, forcément, vous avez déjà vu Franck à l'antenne. Franck, toi, tu es le représentant français des mouvements révolutionnaires internationaux, C'est ça, c'est ça? Europe, tout à Europe, fait. voilà. Donc tu étais en Libye, tu nous as apporté beaucoup de nouvelles de la Libye, avec une situation qui a beaucoup évolué depuis la guerre, hein, évidemment, et le renversement, l'assassinat de Kadhafi. Il y a eu, on le sait, voilà, toute la situation avec, on va dire, tous ces groupes terroristes qui sont accaparés le territoire. Et comment dire, après, au milieu de tout ça, il y avait donc cette résistance toujours de la Jamaïria libyenne qui, elle, essaye aussi de reprendre le pouvoir pour rétablir une vérité, c'est ça? De libérer le De pays, libérer le pays, ouais. puisque aujourd'hui la Jamaïa arabe libyenne est, comme tu le sais, victime d'une occupation, Ouais. d'une ingérence étrangère. Mhm. Cette Jamaïa est aux mains, au-delà des milices takfiristes, de milices mafieuses, qui sont sponsorisées par les monarchies du Golfe, mais aussi de l'Europe et des États-Unis. Euh, donc il y a bien toujours une omerta médiatique sur ce qu'il se passe réellement en Libye. Mhm. Saïf al-Islam Kadhafi a été libéré officiellement, Alors, il a été libéré officiellement, ça, ouais, ouais. voilà, chose On avait déjà évoqué la qu'on avait dernière déjà fois. évoquée. Ouais, ouais. Le Haut Conseil des tribus libyennes l'a nommé le 25 février dernier comme le représentant légal. Aïcha Kadhafi comme étant la chargée aux affaires étrangères et Ali Kana, qui était général sous la Jamaïa arabe libyenne et qui est resté fidèle à la Jamaïa arabe libyenne, a été nommé général de la défense populaire. Donc il y a depuis quasiment toutes les semaines, on peut dire même quasiment tous les jours, des rassemblements massifs où on a plusieurs centaines de milliers de Libyens, ce qui était le cas le 1er septembre dernier, ou à l'occasion de la fête El Fatah, donc du renversement de la monarchie en 69, nous avons eu des centaines de milliers de Libyens sortir, y compris dans des zones tenues par ces milices takfiristes, notamment à Slinten, à 80 km de Misrata. Donc il y a eu des rassemblements à Sirte, à Bani Walid, à Gat, à Oubari, toute la région de Ouarchefana, à Zazazia, à Zenten. Pratiquement toutes les villes du pays se sont mobilisées, ces masses populaires, pour réclamer la libération de la Jamaïa arabe libyenne et de porter Saïf al-Islam comme le futur guide de cette Jamaïa. Alors bien sûr, personne n'en parle. Il y a quelques dépêches qui commencent un petit peu à changer, notamment en ce qui concerne RFI, Radio France Internationale, qui commence à quand même parler un peu de cette importance du Haut Conseil des tribus libyennes, de l'importance politique de Saïf al-Islam. Bah, il parle en tout cas, son retour est quand même évoqué dans la grande presse. J'étais assez Voilà. étonné, c'est-à-dire que bon, ils peuvent plus occulter le fait. Donc je me suis dit que ça avait pris de l'importance sur place Ouais. pour qu'on en soit arrivé là, quoi. Ça prend d'autant plus d'importance, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des tribus libyennes font des déclarations toutes les semaines pour appeler les membres de leur tribu à participer à la libération de la Jamaïa arabe libyenne. D'accord. Ça, bien évidemment, personne ne veut entendre parler, que ce soit ces médias qui aujourd'hui sont les représentants de ces mêmes multinationales qui ont pillé la Libye depuis 2011. Les chancelleries sont aussi plus qu'embêtées, puisqu'ils savent que ce retour est inévitable. Alors il y a des stratégies diverses et variées, notamment de la part des Américains qui, eux, vont miser sur un personnage qui est marié, donc son épouse est c'est une juive israélienne milliardaire. Donc il souhaite que ce dernier participe à des élections en 2018, tant voulues par l'ONU, des élections qui sont impossibles en l'état actuel Dans des l'état choses. actuel, oui, il est trop. Parce qu'on a une situation catastrophique. Tous les jours, quasiment, il y a des enlèvements à Tripoli, il n'y a pas de sécurité. On l'avait évoqué, la situation ne fait qu'empirer. Donc on est dans des gesticulations diplomatiques depuis 2011. Mais c'est une manière, quelque part,
d'occulter ce qui intéresse énormément aujourd'hui ces multinationales, à savoir le pillage du pétrole et du gaz libyen. Puisqu'aujourd'hui, on nous parle d'une production entre 600 000 barils, qu'on peut estimer à 900 000, puisqu'il y a à peu près 300 000 barils d'après nos réseaux qui partent de manière clandestine. Et ce Donc pétrole, un tiers de la production. un tiers, Ouais. qui aujourd'hui part uniquement dans les mains des multinationales, pour l'essentiel américaines. Mais qui sur place exploite ce pétrole? C'est qui? C'est les milices takfiristes qui bénéficient de ça? Alors, d'Allemagne le général Hafter avait repris le croissant pétrolier l'année dernière. On Ouais. en avait parlé, Ouais. on avait parlé à l'époque. Donc, ce croissant pétrolier, depuis que Hafter a repris le contrôle, je crois que 2 jours après, il y avait, me semble-t-il, 2 millions de barils qui partaient pour les États-Unis. Voilà, donc Hafter, je l'avais dit, mais je le redis pour les auditeurs, Hafter a la nationalité américaine depuis 20 ans. Donc il a la double nationalité, la nationalité américaine et libyenne. Et aujourd'hui, il est un agent clairement identifié de la CIA. Et Hafter a été positionné uniquement pour que les États-Unis, ces compagnies pétrolières, s'accaparent le pétrole libyen. On le reprécise, le pétrole libyen, c'est la plus grande réserve de pétrole d'Afrique. Ouais. On estime à peu près à 100 milliards de barils. Puis d'excellente qualité et facilement extractible apparemment, et il est très léger. Ouais. Et donc aujourd'hui, le pétrole, bien évidemment, profite à ces milices takfiristes, à ces milices mafieuses, et non pas en direction du peuple libyen, puisque sur ces 6 millions d'habitants, on a 1 million de Libyens déplacés de force en Libye, et puis nous avons toujours à peu près entre 2,5 millions et 3 millions de Libyens en exil, qui l'État, encore faut-il qu'il y ait un État en Libye, ne fait rien. Donc on est dans une situation catastrophique. C'est une catastrophe humanitaire. Complète. J'avais entrepris des démarches au sein de la mission pour la Libye en Tunisie, puisque vu l'insécurité à Tripoli, cette délégation, donc cette mission pour la Libye de l'ONU, se trouve en Tunisie. Et je me suis rendu à 3 reprises pour rencontrer le service des droits de l'homme, qui, eux, considèrent ne pas être responsables de ces 3 millions de Libyens. Donc ils ne veulent pas en parler. Rien n'est fait. On nous avait parlé qu'il y avait éventuellement des associations qui œuvraient à aider ces Libyens en exil. Tout ça s'inscrit en faux. Et nous avions aussi soulevé le problème crucial, puisque M. Abdelhakim Belhadj et certains chefs de milice qui ont... Alors Abdelhakim Belhadj, le chef de Tripoli, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, mais on reviendra sur le personnage, c'est très clé. Voilà, donc il s'avère que ces chefs de milice qui ont commis des crimes de guerre de 2011 jusqu'en 2014, aujourd'hui l'ONU, et j'ai un document officiel, refuse de rendre publiques ces enquêtes. Donc on a une omerta, un voile, puisque je pense que si la communauté internationale, puisque l'ONU aujourd'hui, on peut considérer que la mission pour la Libye est une ambassade des États-Unis, puisque ils avaient trouvé le meilleur moyen qu'ils ont eu pour être très impartial après 2011, c'est d'avoir nommé une Tunisienne, je crois, qui avait porté plainte, qui travaille pour Amnesty International par rapport à un dossier. Et donc, ils ont mis cette femme que j'ai rencontrée d'ailleurs, dans un entretien d'1 heure où j'ai essayé de lui expliquer un petit peu nos difficultés en matière de droits de l'homme et de reconnaissance. Cette femme m'a, pendant une demi-heure, parlé de Kadhafi, du drame qu'il avait fait vivre et qu'il est encore responsable à entendre parler des réseaux de migrants. Donc on avait vraiment une femme qui a un parti pris, au point qu'on a demandé d'avoir une autre interlocutrice, parce qu'on ne pouvait pas travailler dans ces conditions-là. Mais après, on s'est rendu compte que ces fonctionnaires ondusiens reçoivent des directions pour que cette vérité et que ces criminels qui sont aujourd'hui à la tête de ce que l'on peut appeler l'État libyen ne soient pas inquiétés. Donc aujourd'hui, ils ne souhaitent pas rendre publiques les enquêtes. Nous avions remis, les camarades libyens nous avions remis plus de 300 dossiers avec des vidéos. Sur ces vidéos, nous avions identifié les victimes, les bourreaux. Ce dossier a été perdu. Personne n'avait connaissance de ce dossier. Où on mettait en lumière
en mettant en lumière un nombre assez important de civils décédés en 2011, puisqu'aujourd'hui, la position de la mission pour la Libye ils reconnaissent encore aujourd'hui, suite au bombardement de l'OTAN, la mort de 68 civils. Ah, c'est le chiffre C'est officiel. le chiffre officiel maintenu aujourd'hui. Voilà, on est dans une situation chaotique. Alors bien évidemment, vous avez souhaité rencontrer des responsables du Haut Conseil des tribus libyennes. On leur a fait comprendre que dans ces conditions-là, si cette approche qu'ils avaient de déclarer la mort de 68 civils, on serait obligé de donner une fin de non-recevoir, puisqu'aujourd'hui, les chefs de tribu, pour eux, considèrent même l'ONU comme un gouvernement d'occupation, puisqu'il y a cette mission pour la Libye. Bah, l'ONU a joué un rôle en plus assez belliqueux dans l'affaire libyenne. Mais toujours encore, puisqu'aujourd'hui, même que ce soit sur le volet des migrants économiques, nos frères africains aujourd'hui, qui sont au-delà du fait qu'ils passent par le Niger, ils sont cantonnés à Misrata, à Zouara et à Zawiya, qui sont des zones tenues par des milices qui travaillent en collaboration avec l'État italien. Parce qu'aujourd'hui, l'Italie s'accapare le gaz libyen, puisqu'il y a du gaz en Libye, à Zawiya notamment, puisque c'était un investissement italien. Et l'État italien aujourd'hui forme et finance les milices takfiristes, ces mêmes milices qui sont responsables de l'envoi des migrants. D'accord. Et nous avions bien sûr au sein du CRI communiqué le nom de l'envoi de ces migrants, on en avait parlé, une chape de plomb. Parce qu'en plus, oui, les fameux marchés aux esclaves aussi, ça C'est ça. Alors, faute de pouvoir payer ce transfert, nos frères africains sont rendus en esclavage sur les marchés de Misrata. Voilà, c'est énormément de témoignages, c'est très très inquiétant. Ouais. Sans compter le trafic d'enfants, le trafic d'organes. On retrouve constamment des fausses... on a des charniers. C'est assez récurrent. Bien sûr, personne ne veut évoquer ce sujet-là. C'est l'enfer, le quotidien en Libye aujourd'hui, quand même. C'est comment parce que avec cette situation, tous les approvisionnements en nourriture, en eau, en électricité, médicaments, qui s'occupe de ça? Personne. Personne, justement, aujourd'hui, il y a une pénurie de médicaments, une situation sanitaire catastrophique. Alors ces milices mafieuses, au-delà de travailler pour ces multinationales, faute de vouloir un peu plus d'argent, se sont mis à vendre les lampadaires et récupèrent le câble pour le cuivre. Donc il y a des coupures d'eau intempestives, puisque la Libye était indépendante avec cette 8e merveille du monde que la grande rivière. Oui. Il y a constamment des problèmes d'approvisionnement d'eau, puisque tout a été volé. Tout a été, en plus détruit, j'imagine, pendant la guerre, des installations, Il y a tout ça. des coupures d'électricité intempestives qui dépendent de l'électricité. Pour pouvoir acheminer l'eau, il faut de l'électricité, puisque on a des zones dans le sud où ils se sont retrouvés sans électricité pendant 15 jours et sans eau. Ils étaient obligés de récupérer l'eau en citerne, mais ils n'avaient pas l'argent pour pouvoir payer cette eau. Donc on est dans une situation plus que catastrophique. Alors il est vrai que différents reporters qui arrivent à faire des reportages vont montrer Tripoli ou Benghazi dans des zones qui sont hautement sécurisées et tenues par ces occupants, mais ne vont jamais se rendre dans les villes, dans le reste de la Libye où la situation est catastrophique. Ce n'est pas, alors ils vont évoquer un problème de sécurité, c'est pas un problème de sécurité, c'est qu'aujourd'hui on ne veut pas vraiment montrer ce qui se passe en Libye. Oui, le quotidien de ces Libyens qui, alors non seulement ces bandes, la violence, mais voilà, en plus leur vie quotidienne, quoi, pour vivre, manger, voilà. Et 3 millions de Libyens exilés. Et les 3 millions de Libyens exilés complètement. Et eux, le Haut Commissariat aux réfugiés fait rien du tout pour eux, complètement. Ils considèrent que ce n'est pas leur responsabilité, que ce serait soit à la Tunisie ou à l'Égypte, qui d'ailleurs... Alors, il faut quand même préciser que ces réfugiés n'ont pas de statut dans ces États. Ils sont reçus par solidarité. Ils n'ont pas le statut de réfugiés de guerre, en plus. Non. Ni en Tunisie, ni au Caire.
Donc ils sont parqués dans un endroit, ils n'ont pas le droit de bouger. En gros, c'est ça. Non, ils se débrouillent, ils se cotisent, ils vont vivre à 5 familles dans un appartement. C'est compliqué. Bon, on a le cas des enfants, par exemple. En Tunisie, j'ai des amis libyens, leurs enfants ne sont pas scolarisés depuis 6 ans. Ah oui. Il n'y a pas de scolarité. Alors après, il y a une solidarité quand même, une forte solidarité entre les peuples, entre le peuple tunisien et libyen. Donc il y a des directeurs d'école qui vont, par exemple, inscrire malgré tout un enfant libyen pour qu'il puisse avoir une scolarité en dehors des autorisations légales. Hein. Mais on est dans une situation chaotique. Ce qui exprime d'ailleurs ces rassemblements populaires en ce moment en Libye, en faveur et au retour de la Jamaïque arabe libyenne. Puisque le Libyen connaissait très bien sa situation avant cette agression. La situation est tellement pire qu'il y aura un soulèvement populaire. Il est inévitable. Est-ce que quand même, là, il y aura, je pose une question qui fâche peut-être, mais est-ce qu'on arrivera à recoller les morceaux? Parce que les divisions aujourd'hui qui marquent la Libye entre, on le sait très bien, la Cyrénaïque, la Tripolitaine, toutes ces bandes, les Misrata, etc. Est-ce que tout ça va finir par se réagréger alors, ou au Ça se contraire, réagrège puisque le Haut Conseil des tribus libyennes travaille énormément à cette réconciliation. Ce qui a eu d'ailleurs pour effet la libération de nos camarades. Encore, Misrata a relâché une centaine d'officiers restés fidèles à la Jamaïque arabe libyenne qui étaient détenus. Un général très important pour nous, qui s'est exprimé d'ailleurs il y a quelques jours à Bani Walid devant plusieurs milliers de personnes, où il réitérait son attachement à la Jamaïque arabe libyenne. Donc ce Haut Conseil des tribus libyennes va négocier non pas avec les milices, mais avec les notables de ces villes-là, pour trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, les notables savent que la Jamaïa va revenir. Donc il y a des négociations qui s'opèrent quotidiennement, et ce depuis 2 ans. Et ce que réclame aujourd'hui le Haut Conseil des tribus libyennes, c'est qu'on les laisse tranquilles, qu'on laisse les Libyens régler le problème entre eux. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas de stabilisation en Libye, c'est parce que, on ne veut pas du retour de la Jamaïque arabe libyenne. Et deuxième point, c'est que ces multinationales sont satisfaites de cette situation-là, puisqu'il n'y a pas d'État, donc on peut prendre le pétrole comme on veut. On va corrompre quelques fonctionnaires qu'on va présenter au sein, que ce soit Haftar, que ce soit Sarraj, qui en fin de compte, que ce soit Sarraj ou Haftar, d'ailleurs les deux défendent les intérêts de ces multinationales américaines. Donc on n'a pas... voilà, cette situation, elle est voulue. Si demain, ces ingérences étrangères cessaient, le pays se libérera, il y aura un retour de la justice, de la police, de l'armée. Quant à Misrata, c'est une petite tribu de 100 000 et c'est des takfiristes. Mes camarades libyens sauront régler et faire en sorte que ces gens répondent de leurs crimes devant la justice. Parce qu'il y aura le retour de la justice. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Il n'y a plus d'État, véritablement. Il n'y a pas d'État. C'est pas un État. Il n'y a pas d'État, puisque le pays est occupé. Donc il y a une volonté claire et affichée aujourd'hui, parce que ça arrange différents lobbies, qu'il y ait ces vagues de migrants massives en Europe. Ça arrange pour le pillage en règle des richesses premières du pays. Et puis aussi ces avoirs que la Jamaïque arabe libyenne avait portés. Je vais revenir là-dessus, les fameux avoirs. Alors, on sait que la Libye, pour ceux qui n'auraient pas suivi toutes les nombreuses émissions qu'on a faites sur le sujet, était un pays d'Afrique extrêmement riche, donc qui avait des avoirs considérables, on le sait, qui n'avait pas de dette, et donc qui investissait comme ça au travers, j'imagine, du fonds d'investissement libyen, un gros fonds qui générait beaucoup d'argent. Et après... Évidemment, la guerre et les situations confuses qui a régné après la chute de Kadhafi, finalement, ces avoirs, alors, tu me dis qu'on en a, premièrement, sous-estimé le montant volontairement, voilà. Et ensuite, on ne sait pas trop où est l'argent, parce que... Si. Enfin, moi, je me souviens d'une déclaration pour le mois, mais inquiétante, à l'époque, Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères, qui expliquait le coût de la facture de l'OTAN, je crois que c'était 250 milliards, je ne sais plus quoi. Il disait, oui, mais la Libye est riche, ils vont pouvoir payer la facture.
Alors, on leur a foutu des bombes dessus, en plus, Ouais, qu'ils ils doivent ont payer. payé. Donc officiellement, le fonds d'investissement libyen en Europe, on avait porté la somme à 70 milliards, c'est Ouais. beaucoup plus que cela. Oui, c'est vrai que J'avancerai ça pas. paraît ridicule, même à C'est énorme, 70 milliards. c'est énorme. Ouais, ouais. Donc là, on a affaire aussi à un hold-up de la part de. Donc c'est chez le groupe Allianz, le groupe allemand, chez la Société Générale, chez le Crédit Agricole, qui ont rendu 1 milliard là. Mais c'est dérisoire, parce que les montants sont bien supérieurs à ça. Donc on a affaire à un hold-up. Parce que la Libye était effectivement très riche, puisque c'est un petit pays de 6 millions d'habitants, qui vivait beaucoup du pétrole. La condition du Libyen était plus que confortable. Donc il y avait des avoirs, énormément d'avoirs qui ont été investis aussi bien en Europe qu'en Afrique, mais aussi aux États-Unis. Et ben, c'est pareil, on ne veut pas rendre cet argent. C'est la raison pour laquelle on ne souhaite pas du retour de la Jamaria arabe libyenne. On ne veut pas que les anciens fonctionnaires et que cette Jamaria arabe libyenne renaisse, puisque Elle pourra les réclamer. elle réclamerait de fait son dû. Oui, oui. Donc il y a aussi ce point qui est extrêmement important. C'est une des raisons pour lesquelles justement aujourd'hui nous avons des diplomaties, des chancelleries qui ont compris l'importance du Conseil des tribus libyennes, mais ne souhaitent pas du retour de Saïf al-Islam. Est-ce que, une question qui dérange, est-ce que la Jamaria, justement, elle n'a pas quand même été un petit peu naïve dans son appréciation des rapports avec, justement, on va dire, les requins qui étaient en face, quoi, qui étaient ceux de l'époque, les Sarkozy, les Fabius, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de naïveté? C'est pour ça que je prends le terme naïveté, mais un Et bon, tout à fait, innocence mais peut-être. complètement, parce que Saïf al-Islam, lui, comment dire, on va dire quelque part, est responsable indirectement, mais là, ça part de responsabilité dans le drame libyen actuellement. Je l'ai vu le reconnaître dans une entrevue. Il l'a reconnu. Ouais. Qu'il a reconnu, il parlait de faiblesse. Il disait qu'on Oui. s'est laissé un peu avoir, quoi. On s'est laissé un peu comme si on nous a fait danser Complètement. des belles lumières devant, et puis bon, ils se sont laissés aveugler. Mais Saïf al-Islam, il est évident que maintenant, ils se sont investis justement d'une mission de réparer son erreur Réparer ça. Ouais. et de faire en sorte que cette Jamaria, que son peuple puisse revivre dans les meilleures conditions que ce soit, comme ça l'était le cas sous son père. C'est pour ça que Saïf al-Islam est très populaire en Libye, puisqu'indirectement, il incarne l'héritage politique de son père. D'accord. Et cette réconciliation entre Libyens, parce qu'aujourd'hui, la position du Haut Conseil des tribus libyennes, c'est de ne pas participer à des élections en 2018 souhaitées et voulues par l'ONU. Pourquoi ? Parce que si Saïf al-Islam accepte ces élections, c'est accepter qu'il y a eu une révolution populaire en 2011. Donc cet État, il est en ce moment, ils essaient de mettre un État sous contrôle de l'ONU, justement, qui fait qu'il y aurait incapacité à pouvoir réclamer ces sommes, puisque ces investissements sont perdus. Donc c'est la raison pour laquelle Saïf al-Islam ne peut pas aujourd'hui accepter des élections avec ceux-là même qui sont responsables de l'occupation du pays. Que ce soit Sarraj, que ce soit Haftar. Et en plus, ces élections, voilà, c'est très mal parti, quoi. Rien que la situation, comment ils vont faire pour s'organiser un scrutin Il n'y aura pas, parce que je pense que moi, d'ici là, la Jamaria arabe libyenne sera libérée. Parce qu'on a le peuple, dans son intégralité, veut le retour de la Jamaria. Les tribus libyennes, hormis Misrata et Zawiya, qui restent des tribus minoritaires, qui représentent peut-être 150 000, la plus grande tribu de Libye, les Warfala, veulent le retour de la Jamaria. C'est 1 500 000, ils sont disséminés dans toute la Libye. Donc quand un chef de tribu en appelle à ses membres de se préparer à la libération, un Libyen écoute son chef de tribu. On est dans des situations quand même atypiques, puisque France 24 avait fait un reportage, avait diffusé un reportage qui justement, où Ajmi El-Atri, qui détenait Saïf al-Islam, expliquait qu'effectivement Saïf al-Islam était la solution. Ça avait fait un tollé d'ailleurs, qui avait eu beaucoup de problèmes. Dans ce reportage, il était dit qu'il a été interviewé un Libyen qui avait donné 2 enfants pour faire tomber la Jamaria arabe libyenne, à l'époque. Et là, il s'exprimait en disant, si mon conseil de tribu me donne l'ordre de donner 2 de mes fils encore, qui sont vivants, pour libérer la Jamaria, je le ferai. Donc on est dans une situation vraiment complètement renversée. Et maintenant, l'inquiétude que l'on peut avoir, c'est comment l'OTAN
puisqu'il y a encore l'article 7 aujourd'hui de l'ONU qui maintient la communauté internationale, et c'est autant encore la possibilité de pouvoir bouger en cas de problème. Mais là, il sera difficile de dire que le Haut Conseil des tribus libyennes massacre son peuple, puisque c'est l'incarnation même du peuple. Donc là, on est dans une situation compliquée. Il y a eu des tentatives, il y a quelques mois, d'essayer de dire que les Kadhafis avaient des liens avec Daesh en Libye. Bon, ça n'a pas fonctionné. Donc là, je ne vois pas dans quelle mesure il pourrait maintenant réintervenir. Parce qu'on aura ce soulèvement populaire qui ensuite fera que Saïf al-Islam prendra la tête du pays. Il y aura des consultations entre tribus. Il y aura certainement un référendum qui sera lancé à la direction des Libyens. Tous ces Libyens exilés rentreront. Le pays sera fermé, le temps de faire le nettoyage et de ramener l'état de droit dans ce pays-là. Je ne vois pas comment, là, l'OTAN pourrait s'ingérer. Parce que se rappuyer sur Daesh, sur Al-Qaïda, ça va être compliqué, puisque maintenant, tout le monde sait ce qu'il en est. Donc, moi, je dis que cette tentative d'occupation ne sera pas pérenne. Ils ne vont pas réussir à l'occuper, cette Libye, puisque ce peuple, qui a quand même une conscience révolutionnaire très forte et de résistance, rappelons que les Italiens ont colonisé la Libye et qu'il y avait une résistance farouche. Donc, le Libyen, il est très résistant. Et cette résistance, elle se manifeste chaque jour, puisqu'on voit que cette communauté internationale n'a pas réussi à mettre la main concrètement sur le pays. Ils n'ont pas de contrôle sur le peuple. Un peuple ne se contrôle pas. Et ça, l'histoire... Et c'était un peu Alors, moi, je me souviens d'une formule à l'époque de Thierry Messant sur l'avenir de la Libye. Il disait ce ne sera pas l'iraquisation, mais la somalisation. C'est-à-dire... C'est une libanisation maintenant. Voilà. Alors, pour revenir sur Thierry Messant, je sais que tu as eu l'occasion, à différentes occasions, de lui laisser la parole. Il a écrit un livre dernièrement. Tout à fait, sous nos yeux. Voilà, où c'est pas dans mes habitudes, mais là, je me sens un peu obligé de le faire pour rectifier et mettre les choses un peu en ordre. Parce que moi, j'étais présent à Tripoli lorsque M. Messant était en Libye. Et dans son ouvrage, au-delà du fait qu'il explique qu'il était rentré, qu'il avait rencontré Muammar Kadhafi et Aïcha Kadhafi, après vérification, ce n'a pas été le cas. D'accord. Premièrement. Deuxièmement... Tu dis qu'il ne les a pas rencontrés, parce que lui, il dit qu'il les a rencontrés. Oui, bien sûr. Ouais. Il dit qu'il est rentré dans le gouvernement provisoire de la Jamaïa arabe libyenne. C'est faux. Lorsque j'ai exprimé ça, mes camarades libyens, ils en ont rigolé pendant 10 minutes. Il dit que le guide Muammar Kadhafi attendait de l'aide d'Israël, donc c'est insulter sa mémoire. Il exprime dans l'ouvrage que Muammar Kadhafi attendait une aide d'Israël pour le sortir de cette panne. Donc là, on est dans du mensonge. Rappelons, on est dans une véritable imposture. Donc moi, je parle de faits vérifiables, vérifiés. Je pense que sur la Libye, je pense être crédible. Mes réseaux le sont, puisque tout le monde le sait, on l'a dit, je collabore avec des anciens de la sécurité intérieure libyenne, donc j'ai des informations très précises. Monsieur Messon, à l'hôtel Rixos, était simplement en contact avec le numéro 2 de Moussa Ibrahim, qui était le porte-parole du gouvernement à l'époque. Le porte-parole. Oui, le porte-parole, mais Moussa Ibrahim, je très bien. Mais il n'était pas en contact direct avec Moussa Ibrahim, il était en contact avec le numéro 2, le deuxième secrétaire, qui parlait français d'ailleurs. Et Thierry Messon était cantonné à l'hôtel. Qui plus est, mes camarades, à la fin, se sont rendus compte que Messon transmettait des informations via Skype concernant la venue soit de Mouatassine Kadhafi, soit de Ramis Kadhafi, de personnalités importantes qui étaient recherchées puisque c'était le conflit. Il y avait des informations. À partir de là, la question s'était posée de savoir si M. Messon devait être expulsé. Ils se sont posé cette question au mois d'août. Ils ont préféré le garder en guise de bouclier humain, puisqu'à l'hôtel Rixos, il y avait beaucoup de journalistes étrangers, et c'était le seul moyen pour eux que l'OTAN ne les bombarde pas. Et un fait aussi intéressant, puisque M. Messon expliquait dans différentes discussions qu'il pouvait transmettre sur Skype via les réseaux sociaux, que la CIA, au travers d'un journaliste de la BBC, souhaitait l'exécuter, qu'il avait la CIA qui cherchait à le tuer. Or, lors de la prise de l'hôtel Rixos, ce sont les forces spéciales américaines qui ont exfiltré
tous les journalistes présents au port de Tripoli où attendait un chalutier battant pavillon maltais. Et donc il explique que la CIA veut le tuer. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc, concernant cette exfiltration, tous les journalistes vénézuéliens, russes et serbes n'ont pas pu prendre le bateau. Ils ont été incarcérés. Quant à Thierry Meyssan, il n'a eu aucun mal à pouvoir quitter la Libye. Donc la question maintenant est de savoir pourquoi M. Meyssan... Il explique qu'il y a eu comment on appelle ça? Alors si je me rappelle bien de mémoire dans le livre, c'est une intervention des Russes, il me semble, ou quelque chose comme ça, de l'ambassade russe, qui intervient avec une fausse équipe de secouristes et qui vient le chercher devant l'hôtel. Mais non, pas du tout. Si je me souviens de l'anecdote, hein, c'est pas ça, il explique dans le livre. Non, non, c'est la CIA, enfin c'est les forces spéciales américaines qui ont exfiltré tous les journalistes. Voilà. Donc M. Meyssan raconte une histoire qui n'existe pas. M. Meyssan raconte des connexions... C'était quand même le premier à dénoncer les djihadistes. Non, il a été le premier à dire que Muammar Kadhafi, au fin février, c'est vérifiable sur le site, c'est Réseau Voltaire, il a été le premier à annoncer cette rumeur que le guide Muammar Kadhafi était passé par les services d'une société de mercenariat israélienne pour embaucher justement les mercenaires africains. Il a été le premier. Chose qui d'ailleurs, que lorsque je suis arrivé à Tripoli, mon deuxième voyage, et que j'ai appris la présence de Thierry Meyssan, j'ai remis un rapport à la sécurité intérieure libyenne, puisqu'ils étaient dans une situation chaotique. Hein, le pays est en proie. M. Meyssan s'était présenté disposant d'un fort réseau média, donc ils étaient intéressés pour ça. C'est la raison pour laquelle il était au Rixos et non pas dans d'autres hôtels avec d'autres délégations. Parce que c'était le point de presse du gouvernement à l'époque. Et M. Meyssan, il n'avait pas fait de vérification. Et lorsqu'ils ont vu les articles, ils n'étaient pas du tout contents. Oui, mais il avoue s'être trompé là-dessus. Il dit, je me suis beaucoup trompé sur Kadhafi au départ. Certes, mais M. Meyssan, aujourd'hui, à l'hôtel Rixos, communiquait des informations, on ne sait pas à qui, concernant la présence de personnes importantes qui passaient de manière passagère à l'hôtel pour des raisons de sécurité. M. Meyssan s'invente un statut de diplomate travaillant pour la Jamaïque arabe libyenne, alors que ce n'a pas été le cas. Et M. Meyssan passait tout son temps quasiment dans sa chambre d'hôtel, comme la plupart des journalistes d'ailleurs. Voilà. Donc moi je voulais un peu clarifier ce point, parce que je pense que Muammar Kadhafi a été assez sali comme cela, et des gens qui se prétendent être des fervents soutiens à la Jamaïque arabe libyenne, et qui au final continuent de dilipender des mensonges à l'égard de Muammar Kadhafi, puisque jamais que Muammar Kadhafi n'aurait demandé, n'attendrait de l'aide d'Israël, puisqu'il savait depuis le départ que c'était tant le Mossad que la CIA, qui d'ailleurs ont cherché à le tuer à plusieurs reprises. Patrick Mbeko a fait un ouvrage exceptionnel dernièrement, là, qui explique justement très bien les tentatives d'assassinat de Muammar Kadhafi depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 1969. Donc voilà, moi je voulais simplement clarifier, puisque c'est des choses qui, pour nous, pour la mémoire du guide, et de la mémoire aussi de ce peuple en souffrance, qu'on ait des personnages comme ça qui vont inventer un scénario, parce que là on sort complètement de la réalité. Maintenant la question est de savoir, et moi je n'accuse en rien, mais au vu des informations qui sont dans notre possession, la position de M. Meyssan n'est pas très claire. En ce qui nous concerne. Voilà, bon. On lui laissera le soin de répondre, parce que Meyssan, comme on l'accueille souvent... Avec plaisir, et je serais même prêt à faire un débat avec lui. D'accord, l'invitation est lancée. Voilà, l'invitation est lancée. Oui, parce que là, visiblement, vous avez des désaccords donc, sur lui, ce qu'il dit dans le livre sur la Libye. J'avais demandé à rencontrer M. Meyssan en Rixos. Oui. Ils ont refusé. Puisqu'ils savaient que c'est moi qui ai remis des informations, ils ont peur que les choses se passent dans de mauvaises conditions. Donc, j'avais sollicité et voilà, la sécurité libyenne avait estimé que c'était peut-être pas opportun. Voilà. Mais moi, après, je suis disposé à le rencontrer et à clarifier ses points. D'accord. Parce que moi, je peux lui emmener les preuves de ce que je dis. D'accord.
Au moins, les choses sont lancées. les choses sont lancées. On sait que sur ce point-là, Enfin, c'est une vous ne petite seriez pas parenthèse. d'accord. Bah oui. C'est une petite parenthèse. Voilà. D'accord. Alors, toujours dans ce concert libyen, moi, récemment, je disais dans la presse, alors on parle d'un État libyen qui aurait fait des grandes propositions. On a fait venir une délégation à Tripoli de chefs d'entreprise pour la reconstruction de la Libye. Bon, tout ça m'a semblé très artificiel, très surfait, parce que bon, je vois pas qui va signer quel contrat au nom de qui en ce moment, mais bon. Mais c'est quoi? C'est pour consolider, on nous fait avaler la pilule qu'il y aura un État libyen? C'est quoi? Ils préparent un projet, là? Ils vont rebondir? Ils savent pas. Hein. Ils savent pas quoi faire, en fait, Et c'est moi, je ça? me demande même s'ils n'attendent pas qu'on fasse notre soulèvement populaire. Hein. On en est arrivé quand même, parce que nous sommes en contact quand même avec certains diplomates, avec certains États, où on commence à comprendre que la situation est tellement chaotique que justement ils attendent, certains pays attendent ce soulèvement, qui réglerait définitivement. Qui réglerait la chose. Parce que c'est qui Définitivement. les pays les plus impliqués, clairement, dans cette affaire libyenne? C'est la France, l'Angleterre, l'Italie, les États-Unis? C'est L'Italie, la Turquie, le Qatar et les États-Unis. La France, elle. La France, elle essaie de quoi? Elle fait quoi, la France? Elle ne fait rien, la France, puisque de 2011 jusqu'en 2014, comme je l'ai dit, je le réitère. Bah, dans le livre, justement, bon, je reviens au livre un peu de Thierry Besson, mais parce que lui, il parle du fameux contrat que les Français, que Sarkozy aurait signé avec on va dire, les groupes djihadistes pour avoir main que Total puisse récupérer, je crois que c'était 30% du pétrole libyen, quelque chose comme ça. Non, mais il n'y a pas eu ça s'est pas. Non? Non, ça s'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que de 2011 jusqu'à peu près 2015, on va dire, il y a eu des transferts de tankers contre des armes. Et derrière, nous avons les mêmes personnes qui sont responsables en France de l'attaque de la Jamaïque arabe libyenne. Donc nous avons Nicolas Sarkozy, nous avons Bernard-Henri Lévy, nous avons Alexandre Djouri, qui est actuellement sollicité par un juge d'instruction en France concernant le financement de la campagne et qui est en sécurité en Suisse. Ziad Takedine aussi, ses révélations. C'était une manière d'envoyer les juges sur une voie de garage et ça a très bien marché. Puisque financement il y a eu, tout le monde le sait, et à haut niveau aussi. Hollande à une époque cherchait à avoir ses preuves. Mais quand un Kadhafi finance comme ça une campagne d'un Sarkozy, c'est quoi? C'est pour c'est de faire bien voir? C'est Sarkozy qui a proposé, et non pas, c'est là que je vais à l'encontre des propos de Takedine. Takedine expliquait que c'était les Libyens qui avaient cherché après Sarkozy. Alors ce n'est pas du tout le cas. C'est Sarkozy qui a proposé, via Takedine, via des contacts qu'ils avaient, ont proposé qu'en contrepartie d'une aide, il faciliterait la levée de l'embargo, il faciliterait la fiche de Senoussi, qui à l'époque avait un mandat Interpol, qui posait. On va dire que donc la réintégration de la Libye dans le concert normal des nations, comme donc soit le peuple plus. libyen a vu l'intérêt, mais de toute façon tout le monde a touché. Il n'y a pas uniquement Sarkozy qui a touché. L'époque a touché. Oui. Semble-t-il, elle a pris aussi de l'argent. Oui. De ce que j'en sais, c'est à peu près 9 ou 10 millions. 5 ou 6 millions. Oui, d'accord. Oui, il avait des contacts par le biais de sa femme. Et puis, aussi. Ah, Voilà. Ah oui. Il y a des mots qu'on devrait biper, certainement. Parce que M. avait des contacts, puisqu'il y avait un Libyen qui était des Warfala, qui était marié avec une Française de Tarbes. Donc ça a été le point de connexion. Et ils ont touché, alors a priori, ça serait via des business de pneus, enfin bon, qui n'existaient pas, et puis les transferts ont été faits, voilà. D'accord. Et c'était quoi? Oui, ça c'est une tradition. Donc il a arrosé un peu on va dire, la politique française pour pouvoir assouplir ensuite Mais il a fait exactement, ils ont fait la même chose en Angleterre. Ils ont fait exactement la même chose en Angleterre. Mais après, ça c'est... pour eux, c'est normal. Ça faisait partie dans les traditions. Bachir Saleh, l'ancien chef de cabinet qui revient sur scène, là. Hein. Donc c'est de nouveau les réseaux Fabius et les réseaux Sarko qui essaient de porter Bachir Saleh, qui a trahi son pays, aujourd'hui, disons les choses clairement,
Il a fait une déclaration sur France 24 dernièrement. On le présente comme un éminemment kadhafiste. C'est pas un kadhafiste, c'est un traître. D'ailleurs, le jour de la Jamaïque arabe libyenne, je risquerais même d'être jugé pour haute trahison. Et parce que M. Bachir Saleh, et là c'est là que c'est intéressant, a rencontré Abdelhakim Belhadj. Le fameux Abdelhakim Belhadj, ouais. Je crois que c'était en Turquie, à Istanbul, où il est en asile politique depuis maintenant 5 mois. D'accord. Donc ça a été une traîtrise. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons un homme d'affaires, Olivier, qui est très connu et très proche de Sassou Nguesso. Et la France essaye de porter une légitimité politique à Bachir Saleh, pensant attirer tous les kadhafistes, mais là ils sont en train de se fourvoyer encore Ils sont en train de se fourvoyer, puisque on voit encore qu'il y a la main des réseaux Fabius aujourd'hui au Quai d'Orsay. Le Drian essaie de trouver des solutions. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qui me ferait, si j'avais d'aventure l'occasion de rencontrer M. Drian, je lui achèterais un balai. Voilà. Je lui achèterais un balai pour qu'il fasse du nettoyage au Quai d'Orsay. Parce que on connaît bien ce fameux Abdelhakim Belhadj. Il a été clairement identifié par les services de renseignement anglais comme responsable des attentats de Manchester, puisque le jeune qui a tué 22 personnes, son père est un proche de Abdelhakim Belhadj, et ce jeune était parti s'entraîner dans des camps à Tripoli, à l'aéroport de Mitigat, tenu à l'époque par Abdelhakim Belhadj. Chose qu'on a dénoncée, nous, depuis 2014. Voilà. Donc nous avons M. Abdelhakim Belhadj, qui est l'argentier de l'État islamique en Europe, qui est responsable, bien sûr, de crimes de guerre. Alors, je tenais à dire qu'à l'époque, il était numéro 2 d'Al-Qaïda. Il avait été reçu au Santiremo, à Paris, avec une journaliste, Isabelle Mandreau, qui ils avaient fait un livre du djihad aux unes. Donc ça, c'est les réseaux Fabius pour lui conférer une légitimité politique. Oui, tout à fait. Il était très protégé dans les médias, ce monsieur. Pour la simple et bonne raison, c'est que Nicolas Sarkozy qui l'a financé en 2011. Donc là, là, ce qu'on voit dans la politique française aujourd'hui, c'est que le Quai d'Orsay, malgré le fait que le président de la République, Macron, a exprimé clairement que c'était une erreur de s'être fourvoyé en Libye, on sent qu'il y a quand même une volonté d'apaiser, de trouver éventuellement des solutions à terme. Or, M. Le Drian est victime de ces réseaux Fabius qui continuent à pulluler. C'est quoi? C'est l'État profond français, ça? C'est ces réseaux qui sont si puissants encore? C'est des réseaux mafieux qui tiennent en otage l'État français. Appelons les choses comme elles sont. Voilà. Pour moi, ce sont des réseaux mafieux. Ce sont des gens qui pensent à leurs propres intérêts et qui ne pensent pas ni à l'intérêt du peuple libyen, encore moins à l'intérêt du peuple français. Parce que ce sont eux qui sont responsables directement, on peut le dire, des attentats en Europe et de l'envoi de ces migrants. Voilà. Donc aujourd'hui, la France est de nouveau en train de partir dans une voie de garage. Alors déjà, ils ont pris le train en marche, mais ils partent sur un bateau qui est en train de couler. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors malgré le fait qu'il y a une prise de conscience de l'importance du Conseil des tribunaux et qu'il y aura ce retour. Et c'est quoi la position aujourd'hui officielle de la France par rapport à la Libye? Macron, voilà, il s'est un peu exprimé, mais bon, c'est quoi? Il reçoit Sarraj, il reçoit Haftar pour prévoir des élections. Au moment où la réunion se tenait, les milices qui étaient avec Sarraj et avec Haftar se tapaient dessus. Et les milices qui reconnaissent l'autorité de Sarraj se tiraient dessus aussi à Tripoli. Donc mais là, on est dans du... Et il parle pas avec le Conseil des tribus, la France non, mais le Conseil des tribus ne veut pas. Ah, le Conseil des tribus ne veut pas parler avec la France. Et pour quelle raison? Aujourd'hui, la France est responsable du chaos en Libye. Donc, de fait, responsable de l'envoi de ces millions d'Africains avec des dizaines de milliers de morts. Et bien plus, je pense que les chiffres sont réduits. Tous les jours, on ramasse des corps sur les plages de Sébrata et de Zawiya, tous les jours. Donc, pourquoi le Conseil des tribus aujourd'hui parlerait avec l'État français, puisque cet État français aujourd'hui n'est pas capable de nettoyer ces réseaux qui sont responsables de la chute de la Jamaïque arabe libyenne. Ouais. Donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Haut Conseil des tribus libyennes ne veut pas d'ingérence étrangère. Donc il parle qu'avec les tribus libyennes. Ils parlent entre eux, bien sûr. Mais est-ce que ça va pouvoir régler le problème? C'est ce qu'à un moment donné, il faut
faudra parler avec ces puissances étrangères quand même, non? Pour pouvoir régler ce problème. Ben, moi, je donne toujours cette petite image. Est-ce que le général de Gaulle aurait accepté de parler, de négocier avec Hitler ou Pétain? S'il n'avait pas la grosse armée américaine Non, derrière, mais, il aurait peut-être dû. non, mais voilà, je veux dire, sur un point de vue. Parce qu'il faut quand même bien comprendre que le Conseil des tribus libyennes considère leur pays comme occupé. Mmh. Hein, maintenant, tout le monde tend à dire que c'est une intervention. On nous dit oui, il n'y a pas eu de service après-vente. C'était le but. On nous dit, des experts ont expliqué, le problème que la France est engagée, mais il n'y avait pas de service après-vente derrière, il n'y avait rien qui était prévu. Pas si, justement, c'est ça qui était prévu, c'est qu'il n'y ait rien pour qu'on C'est que ce puisse soit le chaos, quoi. Oui. récupérer et prendre ce pétrole au peuple libyen, qui maintenant, aujourd'hui, les femmes libyennes, pour manger, elles sont obligées d'aller faire les poubelles. Oui, c'est ça. Oui, la Libye, c'est complètement atomisé, quoi. Après cette guerre. Atomisé, il y a tout à reconstruire. Mes camarades libyens ont estimé qu'il faudrait à peu près 500 milliards de dollars pour relancer le pays. Pour relancer le pays. Parce qu'il y a toutes les infrastructures. Il faut tout refaire. Les enfants en Libye ne sont plus scolarisés depuis 2012. Il n'y a plus d'école qui Maintenant, fonctionnent. les écoles servent de camp de rétention pour les migrants et de casernes et de prison. Voilà. Donc c'est vraiment infernal, quoi. C'est la vie en Libye, enfin j'imagine au quotidien, pour voilà, les enfants, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien, Non, il n'y a plus rien. plus d'hôpitaux, plus de... Non. Donc au sein du comité révolutionnaire international qui prend de plus en plus de force en Afrique notamment, là on a nommé une dizaine de coordinateurs. Nous allons, un pays africain devrait nous reconnaître officiellement, puisqu'aujourd'hui le CRI, qui est un comité révolutionnaire qui prône la démocratie directe, hein, le pouvoir au peuple. On s'inspire bien évidemment du livre vert de Muammar Kadhafi. Beaucoup de pays refusent de nous donner l'autorisation légale. On aurait un pays africain qui serait prêt à reconnaître notre mouvement, puisque le siège aujourd'hui du Comité révolutionnaire international est en Jamaraya occupé. Donc il nous faut un pays d'accueil. Alors nous avons organisé en Afrique là, cet été des rassemblements en soutien à Saïf al-Islam et au retour de Jamaraya dans une dizaine de pays. Donc la Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, le Sénégal, le Bénin, le Tchad, le Niger. Au Niger, il y avait plus de 3-4 000 personnes, c'est assez important dans une salle, en soutien Saïf. Alors je tiens quand même à expliquer aussi que même si ces rassemblements ne sont pas massifs, Sarraj et Haftar ne bénéficient d'aucun rassemblement, y compris en Libye. Et donc le CRI en ce moment est en train de s'étendre. Et là, nous allons lancer un appel aux dons pour des médicaments, puisqu'il y a une urgence. Il y a une urgence là en ce moment. Nos camarades, nos chefs de tribune demandent de l'aide. Donc on est en train de mettre ça en place pour pouvoir aider nos camarades libyens sur ce volet purement humanitaire. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucune ONG qui s'intéresse à la Libye, au sort du peuple libyen. Mais est-ce que ce serait possible pour une ONG de travailler sur place? Ce serait compliqué quand même. Nous, avec le Comité révolutionnaire international, nous avons les capacités, les possibilités de ramener ces médicaments sur zone. Voilà. Puisqu'on a les réseaux pour ça. Mais c'est vrai que les ONG, non, il y aurait eu des possibilités. Il y a le gouvernement algérien aide beaucoup en ce moment en humanitaire, l'Algérie. Donc il y a des possibilités, c'est qu'il n'y a pas de volonté aujourd'hui. Aujourd'hui, sur tout ce qu'on peut détailler, décrire, ce que je dénonce moi depuis 2011, il n'y a personne aujourd'hui, aucune ONG, parce que ces ONG, elles sont tributaires de l'ONU, ils tiennent leurs subventions de ceux-là même qui pillent aujourd'hui la Libye. Donc, on avait fait des démarches en ce sens. Hein. Donc c'est à nous maintenant de nous organiser seuls. On compte sur nos propres moyens, sur nos propres réseaux. Voilà, donc alors le CRI va aussi organiser de nouveau des rassemblements plus importants à l'occasion de la mort de Muammar Kadhafi le 20 octobre prochain. Il y aura des rassemblements assez importants un peu partout en Afrique, y compris en Europe. Voilà, donc on soutient du mieux que l'on peut ce peuple qui d'ailleurs se félicite de ses soutiens.
Donc, on fera un appel aux dons et j'espère que les gens sauront reconnaître. Alors c'est vrai que les peuples en France ou en Occident sont victimes n'ont rien pu faire malheureusement. Bah, ils étaient opposés majoritairement à la guerre en Voilà. Libye, on le sait. Mais là, Hein. ça serait bien de C'est une pouvoir faire décision que les gouvernements ont prise Là, ça serait bien de faire un absolument geste, contre les ça peuples. serait bien de faire un geste pour ce peuple, pour ses enfants. Il y a des problèmes, il n'y a plus de vaccins, il n'y a plus rien. Enfin, même le simple médicament de base, il y a beaucoup de diabète, il n'y a pas d'insuline, on est dans des situations catastrophiques. Parce qu'au niveau même de la communication, il y a tout un travail à faire sur ce qu'était cette Libye pré-Kadhafi, parce que là, beaucoup de gens l'ignorent. En tout cas, moi, quand j'en parle avec les gens, en général, même s'ils sont contre la guerre, ils gardent quand même l'image de Kadhafi, je veux dire, c'est pire qu'un diable, donc Ouais, c'était sanguinaire, qui tuait son peuple, et beaucoup n'avaient pas conscience même de je pense, de la réussite économique de la Libye, et de quelle était. On voyait ça comme un peu du pauvre, finalement, on voyait pas trop. Alors que. Justement, on réfléchit aussi à créer une cellule juridique au sein du CRI et de porter des plaintes à l'encontre de tous les propos diffamatoires qui ont été portés sur Muammar Kadhafi. Ouais, Voilà. ouais. Donc ça, on le fera dans un second temps. Aujourd'hui, la priorité, Bien sûr, elle se tourne sur cette aide médicale, sur ces rassemblements, parce qu'ils sont nécessaires. Ils sont même vitaux, parce que ça permet de montrer aux peuple libyen qu'ils ne sont pas seuls. Parce que c'est vrai que tout le monde a lâché la Jamaïque arabe libyenne. Notamment M. Sassou Nguesso. Président du Congo. Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, voilà. Qui avait proposé asile politique à Muammar Kadhafi en 2011, et qui aujourd'hui collabore avec les traîtres au peuple libyen et aux traîtres de l'Afrique. Pour ma part, je trouve que tous les gouvernements africains, ils n'ont pas eu trop la reconnaissance du ventre avec Kadhafi. Non, mais lui particulièrement, puisque tous les avoirs et tous les investissements de la Jamaïque sont gérés par ces milices mafieuses de Misrata à Congo. Carrément, d'accord. Ouais. Oui, parce que la Libye avait investi énormément en Afrique, et donc tous ces investissements sont maintenant repassés. Sont dans les mains des milices de Misrata, de M. Abdelhakim Belhadj. Et aujourd'hui, Sassou Nguesso, d'ailleurs, journal Jeune Afrique appartient à un membre de sa famille. Donc Jeune Afrique aujourd'hui sert de tribune à Abdelhakim Belhadj, qui essaie de lui redorer une belle image. Voilà, Sassou Nguesso, au-delà d'avoir trahi le peuple libyen, est en train de trahir le peuple africain. Bon, après, Sassou Nguesso, on va dire que c'est un grand démocrate, ce monsieur. Il a volé encore ses élections au peuple. Oui, c'est clair que c'est pas un parangon de démocratie. C'est clair. Je pense que Sassou Nguesso, là, pour le coup, est victime de son premier cercle. Mais si un chef d'État n'est pas capable de clarifier les choses avec les gens avec qui il est, il a qu'à changer de métier. Parce que le problème, c'est qu'il a pris la commission au sein de l'Union africaine pour la Libye. Donc là, il avait organisé à Congo-Brazzaville, et symboliquement, c'était le 9/9/2017, donc le 9 septembre 1999, Muammar Kadhafi avait créé l'Union africaine à Sirte. Et ce jour-là, Sassou Nguesso, qui était soi-disant très proche du guide et très respectueux du guide Muammar Kadhafi, a tenu à Congo-Brazzaville une réunion avec les colonisateurs, avec les traîtres, avec Sarraj, avec Hafter, avec en sous-main Abdelhakim Belhadj, parce que comme il est recherché maintenant, il a un mandat à Interpol, il y a 5 pays qui le recherchent, il ne peut plus se déplacer, ce qui est une bonne chose en soi. Donc il vague entre la Turquie et le Qatar. Et voilà, M. Sassou Nguesso aujourd'hui a trahi la cause qu'il soi-disant voulait porter, parce qu'il voulait être le garant de la mémoire de Muammar Kadhafi. Et aujourd'hui, il est fort de constater qu'il a trahi, comme je l'ai dit, au-delà du peuple libyen, cette jeunesse africaine, pour qui d'ailleurs Muammar Kadhafi est un modèle. Les présidents, les gouvernements africains n'ont vraiment pas du tout soutenu la Libye pendant la crise. Ils ont été... On a même vu à l'époque, c'était avant Macky Sall, le président du Sénégal, qui disait « abandonne Muammar, viens en Afrique, laisse tomber. » C'est des préfets des multinationales. Sassou Nguesso, aujourd'hui, c'est un gouverneur de...
c'est un VIP de Total. Voilà. Et malheureusement, la plupart des chefs d'État africains aujourd'hui pensent plus à leur confort, au confort de leur famille et de leur tribu, et se désintéressent complètement. Le problème que le guide a eu, je pense, dans le cadre de l'Union africaine, c'est d'avoir justement misé sur ces chefs d'État. Et la leçon à retirer, c'est que c'est sur la jeunesse qu'il faut miser. Pour moi, selon moi. Et c'est par la jeunesse africaine que cette Afrique, elle va se libérer. Ça a été une erreur de guide, parce que nul n'est parfait, c'est d'avoir justement cru en ces chefs d'État, qui au final n'étaient intéressés uniquement par l'argent et les fonds du peuple libyen, et n'avaient aucun... Bah, surtout qu'ils ont, voilà, ils ont accepté les fonds libyens, mais quand il s'est agi de le défendre, là, il n'y avait plus beaucoup personne. Il n'y avait plus personne. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, un peu pour conclure, c'est quoi l'avenir de la Libye? Donc, tu me dis, toi, arriver, comment dire, les forces de la Jamaïria sont en voie de reconquête, c'est forcé, ça percera Ça va percer. Le comité révolutionnaire libyen a lancé un appel il y a à peu près une semaine, la première fois depuis 2011. On demande à tous les membres des comités révolutionnaires de se préparer au soulèvement. Donc c'est un signal. Au soulèvement. Au soulèvement. Soulèvement populaire. Armé. Soulèvement populaire. D'accord. Non, bon, j'aurais pas vu là. Non, mais d'accord. Donc, il y aura un appel au soulèvement. Et c'est quoi? C'est un peu un déclencheur, c'est ça? C'est pour quoi, marquer la pression? Parce que, je veux dire, en face, il y a quand même justement, c'est pour ça que je parlais d'armée, mais en face, quand même, ils vont pas se laisser faire, les autres, les groupes. Ces milices mafieuses, là, aujourd'hui, existent parce qu'ils payent très bien leurs mercenaires. Ce sont des mercenaires entre 3 000 et 4 000 $ par mois. Pour certains, il y a des Libyens qui sont obligés d'intégrer ces milices pour pouvoir nourrir leur famille. Le jour de soulèvement, ils ne pourront pas se désavouer de leur chef de tribu. C'est un point important. Et puis, ces quelques fanatiques takfiristes ou frères musulmans restent minoritaires face au peuple. Donc, il y aura, c'est pour la raison pour laquelle a été mis en place la défense populaire, pour protéger lors du soulèvement les populations de ces milices mafieuses qui sont au service des multinationales. Donc bien évidemment, après, il y a beaucoup de milices d'ailleurs qui rejoindront le mouvement populaire le jour venu. C'est-à-dire que les Occidentaux sont tombés dans un grand piège, puisqu'ils n'ont pas compris que ce peuple était rentré en résistance depuis 2011. Mais ils vont bientôt le comprendre. D'accord. Bon, bah, au moins, les choses seront claires. Voilà. Bah, écoute, merci, Franck, pour toutes ces infos. On continuera à suivre ce qui se passe en Libye. Toi, tu retournes Oui. Oui, voilà. Bon, peut-être faut pas le dire, je sais pas. Non, c'est bon. Bon, ils le sauront de toute façon. Oui, ils le savent. Ils le savent déjà, ça se trouve. Donc, bon, bah, de toute façon, tu retournes là-bas. Et puis, bah, on suivra je veux dire, la suite de ces événements qui, semble-t-il, sont en train vraiment de bouger. Là, depuis 2011, ça bouge vraiment. D'accord. Moi, toujours le Allah, Muammar, Olivier Obès. Hein. Ah oui, le fameux slogan. Allah, Muammar, Olivier Obès. Hein. Ça devient toujours le petit rituel. C'est le petit slogan. Et ben voilà, et en plus, tu vois, j'ai mis mon drapeau vert de la Jamaïria. Voilà. En tout cas, bah, merci à vous et merci à tous ceux qui nous regardent. Et puis, vous pourrez nous retrouver. Il suffit de se connecter. N'oubliez pas de vous abonner à la page internet YouTube et sur le site meta.tv. Merci, ciao, ciao. Merci, au revoir.